Retour sur ce plateau spécial de l'Africa Newsroom tourné depuis Libreville dans le sillage du One Forest Summit. Nous sommes toujours en compagnie de nos experts. La rémunération de l'Afrique pour ses efforts de décarbonisation de l'air reste l'un des enjeux au cœur du débat climatique. Le marché du carbone pourrait rapporter au moins 80 milliards de dollars par an au continent selon la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Suivons plus de détails à ce propos dans ce reportage que nous propose Séverin Douque. Comment faire fonctionner le marché du carbone en Afrique? Telle était la question centrale des discussions lors de l'Africa Business Forum 2023, le 20 février 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie. La capacité du continent à décarboniser l'atmosphère devrait stimuler le développement économique de l'Afrique en rapportant des revenus estimés à environ 82 milliards de dollars annuellement, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Si nous vendons notre carbone 80 dollars la tonne de carbone retenue, cela générera environ 80 milliards de dollars par an. C'est beaucoup plus que ce que nous gagnons avec l'aide publique au développement. Malgré ses 4% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique est la partie du monde qui souffre le plus des conséquences des changements climatiques. Le continent jouit pourtant d'un énorme potentiel en termes de crédit carbone grâce à sa capacité à séquestrer le carbone avec ses massifs forestiers. La forêt du bassin du Congo, par exemple, absorbe environ 140 gigatonnes de CO2 par an, soit environ 3 à 5 années de pollution mondiale. Nous stockons, au-delà des forêts que vous connaissez, qui stockent pas moins de 1,5 milliard de gigatonnes de CO2, les tourbières des bassins du Congo, qui ont été récemment découvertes en 2018, stockent à elles seules pas moins de 31 milliards de gigatonnes de CO2. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, cela est avéré par les scientifiques du GIEC, les régulateurs, le rempart même de l'humanité en matière de régulation du climat mondial et même de la préservation même de la biodiversité. Les politiques africaines plaident pour une augmentation et une uniformisation du prix de la tonne de crédit carbone qui oscille actuellement entre 50 et 100 dollars la tonne en guise de compensation pour leurs efforts envers la préservation du climat. Un marché du carbone qui rapporterait plus que l'aide publique au développement, il y a de quoi motiver les politiques, M. Badouma. Oui, on peut faire confiance au marché du carbone quand on voit ce que ça peut rapporter, mais les marchés sont aussi porteurs de risques. Et c'est là où il y a tout le problème. Et les marchés vont nous imposer leurs lois si les politiques n'imposent pas leurs lois au marché. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre la question. Et aujourd'hui, tel qu'on voit le marché du carbone fonctionner, il n'est pas du tout bénéfique à l'Afrique. Le prix de la tonne de carbone est trop faible. Il oscille entre 50 et 100 Voilà, c'est pour ça que les États réclament plutôt d'avoir le marché souverain, donc entre États. Mais si on va sur le marché du carbone, le marché volontaire, pour le moment, le compte n'y est pas parce qu'il manque toujours des mécanismes de vérification où il manque une standardisation claire, acceptable et validée par tout le monde, malgré qu'il existe encore des initiatives que l'on peut considérer comme, disons, acceptables. Donc c'est là le sujet. Les marchés sont porteurs de risques et je comprends que les États africains réclament plutôt le marché souverain. Alors, comment structurer donc ce marché souverain pour que tout cela profite à l'Afrique? Les retombées sont quand même énormes. Bon, je ne suis pas un spécialiste des mécanismes de marché, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que, revenant à la question centrale de comment est-ce que, si les marchés sont porteurs pour l'Afrique, il y a effectivement un problème. Le marché de carbone est celui qui est le plus développé, ça porte des risques, mais il y a d'autres mécanismes, il y a d'autres services. Nous parlons de services écosystémiques. Le carbone n'est qu'un aspect. La commodification des services écosystémiques pour répondre aux exigences du marché. Parfois, ces marchés qui influencent les politiques publiques ou bien supplantent les politiques publiques ne sont pas toujours équitables. Ce qu'on paye à l'Afrique n'est pas à la hauteur de la contribution de l'Afrique comme solution. On doit sortir de cette logique des matières premières où il y a des gens qui consomment, qui sont à la source de problèmes, et d'autres qui apportent la solution, mais sont les dindons de la phase. Excusez-moi de jouer la chose comme de l'exprimer ainsi. Mais on doit repenser les mécanismes d'incitation financiers et non financiers
économiques divers pour que les forêts de l'Afrique, tout en apportant les solutions, bénéficient aux pauvres, bénéficient aux populations. Autrement, la pauvreté va s'accélérer, s'exacerber, et les gens vont aller convertir les forêts pour la survie. Comment est-ce qu'on peut empêcher un pauvre qui n'a rien à manger ou bien ne peut pas envoyer son enfant à l'école de couper la forêt? On peut l'empêcher, le contraindre par la force, mais les crises sociales viendront autrement. Donc il faut qu'on trouve des mécanismes pour que s'il y a marché, qu'il soit équitable, que les mécanismes de compensation et de bénéfices soient équitables, que le prix qu'on paye par tonne, quelle que soit l'unité de mesure qu'on retient, que ce prix soit équitable et qu'on ne se retrouve pas dans une économie où il y a des gens qui profitent parce qu'ils ne voient que le profit. On a commodifié le carbone, on a commodifié, qu'est-ce qu'on va faire de la biodiversité, qu'est-ce qu'on va faire des services d'eau. Ce matin, on a entendu dire que les forêts du bassin du Congo permettent à l'Éthiopie d'avoir de l'agriculture, à l'Égypte. À l'Égypte avec le Nil. Donc, il faut donc qu'on trouve des mécanismes. C'est un bien public mondial, mais qui a des gens qui vivent et ont protégé ces forêts pendant longtemps. Parfois, on dit que ces gens n'ont pas fait grand-chose. C'est là où il y a un problème de connaissance. Qu'est-ce qui permet de dire certainement que ces gens ont compris quelque chose et leur économie n'était pas basée sur une prédation de la nature. Ils ont vécu avec la nature sans un système de prédation. L'économie de marché a instauré une prédation vis-à-vis de la nature. Est-ce que l'économie de marché va forcément apporter une solution? Ça peut apporter des incitations pour que les gens voient la valeur financière des forêts, mais ça va au-delà de la valeur financière. Revenons sur ce marché du carbone. En fait, qui vend le carbone? Où le vend-on? Est-ce que les États africains ont une maîtrise de ce marché émergent? Non, aujourd'hui, en fait, c'est un ensemble de projets qui permettent à chaque État d'arriver avec une quantification de son carbone, mais les méthodes sont diverses. C'est pour cette raison que ce marché est quelque peu contesté, parce qu'il est porteur de risques et parce que le prix de la tonne de carbone peut fluctuer aussi, ce qui ne serait pas toujours en faveur des pays africains. C'est pour cette raison qu'on parle de plus en plus des financements innovants. C'est-à-dire que si vous prenez le cas des pays africains, il existe déjà des mécanismes. Le mécanisme RED+, qui est le mécanisme financier pour gérer la question de la réduction des émissions dues à la dégradation et la déforestation. Ce mécanisme, en fait, permet de récompenser les efforts d'un pays qui a réduit son taux de déforestation. Ce qui ne marche pas avec les pays africains parce que le taux de déforestation est faible. Vous voyez, donc quoi qu'il en soit, l'Afrique va déforester, donc ne pourra pas bénéficier techniquement des crédits RED+. En tout cas, pas autant que l'Indonésie, parce que l'Indonésie peut réduire son taux de déforestation, non pas parce qu'il y a des efforts, mais parce qu'il n'y a plus de forêt. Et donc, s'il n'y a plus de forêt, on ne peut plus déforester. Vous voyez, l'entourloupe est quelque part là. Aujourd'hui, en Afrique, il faut un mécanisme, peut-être pas alternatif, mais complémentaire au mécanisme RED. C'est ce que le WWF et ses partenaires poussent, un mécanisme qu'on appelle HFLD, qui est un sigle anglais, High Forest Low Deforestation, c'est-à-dire un mécanisme qui va récompenser des pays à fort couvert forestier, mais avec un taux de déforestation faible. Et pourquoi? Eh bien, parce que si ces forêts-là sont sur place, c'est parce que les États ont pris des engagements depuis les accords de Rio à les maintenir sur place. Sinon, elles auraient été rapidement converties en d'autres usages et c'est l'humanité tout entière qui aurait perdu. Donc c'est dans cette voie que le WWF et ses partenaires poussent la communauté internationale et la communauté des bailleurs pour arriver à mettre sur pied un mécanisme de financement qui va sortir complètement du marché actuel, mais qui va reconnaître que derrière les forêts, il y a des efforts, il y a des investissements et il y a des coûts que les États ont encourus pendant des années. Voilà aujourd'hui le message que l'on veut livrer à la communauté internationale et à celle des donateurs. Comment traitez-vous la question des financements innovants au sein de votre organisation, M. Acquah? Il faut dire que la certification FSC est déjà en elle un mécanisme de marché.
Ce n'est pas un mécanisme de financement, c'est un mécanisme de marché qui établit déjà une interface fonctionnelle entre le privé et le public, et aussi une interface entre les producteurs et le marché, les marchés niches, qui payent une plus-value pour les efforts des entreprises qui se sont lancées dans la gestion responsable des forêts. Donc, FSC n'est pas un mécanisme de financement, mais FSC crée un marché. Crée cette interface à travers les outils et les solutions de certification et de gestion durable des forêts, responsable des forêts, pour inciter les acteurs à rentrer dans le créneau de la durabilité. Donc, il y a les standards de FSC pour certifier les forêts. Il y a aussi ce que FSC met en place maintenant, le modèle économique pour le climat et les services écosystémiques, qui va permettre aux entreprises, aux concessionnaires forestiers qui gèrent durablement leurs forêts, d'avoir d'autres sources alternatives, par exemple le paiement pour services écosystémiques qu'ils valorisent dans leurs concessions, pour qu'ils voient la plus grande valeur de leur forêt au-delà du bois qu'ils exploitent durablement dans les concessions. Donc, il y a ces outils qu'on met en place pour à la fois mettre en relation le marché avec les producteurs durables et aussi éventuellement créer des mécanismes de sponsoring des services écosystémiques par les acteurs qui ont des financements et cherchent des sites ou bien des forêts où les producteurs et les communautés sont engagés dans des actions pour promouvoir la biodiversité et les services écosystémiques tout en générant des produits forestiers extraits durablement pour le marché. Alors, il y a déjà cette mobilisation de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, les investisseurs privés ont pris la mesure de l'ampleur pour se mobiliser autour des financements innovants de manière à structurer les marchés durables locaux? Oui, si je me réfère à l'atelier dans lequel j'étais hier, on parlait déjà des corridors écologiques pour les éléphants. Et effectivement, ce qui était important de voir, c'est que derrière les corridors, vous avez aussi des populations autour des corridors, mais vous avez toute la question climatique qui est autour même de ces corridors-là. Donc, il y a des organisations, en tout cas des entreprises qui sont déjà dans la finance responsable, ce qu'on appelle la finance responsable, qui ne donnent de l'argent, ne font crédit qu'à des entreprises qui elles-mêmes ont des projets qui tiennent compte des contraintes environnementales et des clauses sociales et environnementales. Donc, la finance responsable est en marche. Elle a commencé un peu à évoluer par tâtonnement, mais petit à petit, elle se structure autour des projets qui permettent de préserver la biodiversité et d'aider aussi les entreprises à avoir des objectifs climatiques qui sont réalistes et vérifiables. Au sorti des travaux du One Forest Summit, il y a eu des avancées notables sur la question des financements innovants. C'était une thématique abordée. Je pense qu'on va s'acheminer. Le consensus, c'est que les financements climatiques en direction de l'Afrique ne sont pas à la hauteur des attentes, en tout cas des services rendus par les forêts du bassin du Congo. Je pense que les chiffres que j'ai entendus, c'était un pourcentage de 11% seulement de tous les financements internationaux climatiques dans le monde, contre 54% pour l'Asie et environ 30% pour les pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, je pense que le One Forest Summit a abordé cette problématique. Et il est important, nous en tout cas à notre niveau, d'exiger d'accroître ces financements, de passer au moins de 11% à 44%. C'est-à-dire les quadruplés, c'est le minimum que l'on peut exiger si on veut encore avoir un discours crédible sur les forêts du bassin du Congo. C'est pour ça, dès le début, je vous ai parlé de ce triptyque de troisième, c'est-à-dire que le message est là, le moment est là et le messager est là. Donc, essayons d'aller dans cette voie et les financements constituent un facteur important de changement des pratiques, de changement de philosophie, car sans la finance, en fait, la conservation risque de rester au stade de conversation. Vous parlez de passer de 11% de financement mondial à 44%. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique déjà que même ces 11%
ne parviennent pas à être remplis. Est-ce que ce n'est pas utopique d'espérer 44% des financements mondiaux pour les efforts que l'Afrique consomme pour la nature, pour la planète? Bon, peut-être l'utopie ou la mort. Donc, il va falloir qu'on comprenne que soit nous investissons, soit on va en dérive. Donc, à un moment donné, peut-être que les gens vont courir. C'est peut-être utopique parce que les gens hésitent. Quand il y aura peut-être des catastrophes et tout le reste qui s'enchaînent déjà là, que les gens comprendront avec les inondations. Je ne peux pas dire que c'est utopique ou non utopique. Il y a un besoin réel, mesuré par la science, des connaissances, quantifiable. Il faut que, si on veut renverser la courbe de la perte de la biodiversité, de réchauffement de la planète, il va falloir qu'on investisse. Et ce n'est pas un problème du Gabon seulement, ce n'est pas un problème quelqu'un qui est aux États-Unis qui pense que l'arbre qui tombe du Gabon ou bien la sécheresse qui ne les touche pas, ça c'est un leurre parce que tout est global. Donc on dit que les poussières du Sahara sont utiles pour l'Amazonie. Donc il faut comprendre qu'on est dans un monde global. Il y a des oiseaux migrateurs qui partent, dont les gens se pavanent dans des pays européens, mais qui nichent en Afrique du Sud de façon saisonnière. C'est un bien commun. Comment est-ce qu'on voit cette relation et cette intégration des destins? Donc, l'utopie, peut-être, mais c'est basé sur des faits réels, avérés. Alors, Monsieur Jean Bakouma, nous rappelons, vous êtes directeur de conservation du bassin du Congo au WWF. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Georges Akwa, coordinateur du FSC, le Forest Stewardship Council. Merci également pour votre participation à cette émission. Merci, madame. Mesdames, Messieurs, c'était l'Africa Newsroom, édition spéciale depuis Libreville, en marge du One Forest Summit. Restez sur Africa 24 pour d'autres programmes ou d'autres informations.